Bien, alors je passe maintenant à notre deuxième séance, ça va être donc cette séance de lecture, et nous allons faire donc l'analyse du chapitre 13 que je vous ai demandé de lire. J'ai beaucoup insisté là-dessus pour me faciliter un peu le travail. Donc vous avez lu ce chapitre 13, je ne vais pas le lire parce qu'il est un peu long, et quand même nous allons arrêter notre lecture là où je vous ai demandé de l'arrêter. Alors donc, nous allons analyser la mise en scène qu'il y a dans ce chapitre. Nous allons identifier le passage de la comédie et la tragédie et nous allons dégager le déroulement du spectacle. Alors bien, en guise d'identification du texte, on peut dire que le narrateur dans ce passage, notre condamné à mort, qu'est-ce qu'il a fait? Bien sûr, vous allez me dire qu'il a raconté un événement. Alors qu'il était dans sa cellule, il a entendu du tapage à l'extérieur, c'était un grand remue-ménage et il ne s'est empêché donc d'interroger le garde et lui demander donc ce qui se passait dehors, et c'est alors que le garde l'a invité donc à venir assister à une scène qui est la scène du ferment des forçats, ferment ou ferrage des forçats. Et donc, vous allez me dire donc, puisqu'il a raconté tout ça, c'est un texte de type narratif, oui, mais cette scène de ferment, il en a fait aussi la description, et il a fait plusieurs descriptions, la description des détenus, plusieurs descriptions donc, qu'il a faites donc dans le texte. Par conséquent, on peut dire que nous avons là un texte de type narratif descriptif. Alors, pourquoi le choix de cette narration-description? Bien sûr, il y a une visée derrière tout ça, parce que là, ça va permettre à Victor Hugo de mettre un argument supplémentaire donc, contre la peine de mort. Et par conséquent, on peut dire qu'il y a derrière ça une visée argumentative. Nous avons une narration-description qui est au service de l'argumentation. Alors maintenant, nous allons passer à la situation du passage. Comment est-ce qu'on peut situer ce passage? Bien sûr, notre condamné, il est à Bicêtre. Après sa condamnation à mort, il a été transféré donc dans cette prison de Bicêtre. Et il nous a raconté comment ces journées à Bicêtre se succèdent, dans la peur, dans l'angoisse. C'est toujours la peur et l'angoisse. Et donc, dans ce chapitre, eh bien, il a été invité par un garde à assister à un spectacle, le spectacle du ferrage des forçats, qu'on prépare à partir pour le bagne de Toulon. Parce que ces forçats, eh bien, on va les ferrer et ce sont des prisonniers qui vont passer par les travaux forcés et ça se passe donc à Toulon. Donc nous pouvons prendre déjà la situation du passage. On peut dire donc que depuis qu'il a été condamné à mort et donc transféré à Bicêtre, notre narrateur, donc, passe des journées dans l'angoisse et la peur dans cette prison. Donc, les journées du condamné, donc, se succèdent à Bicêtre. Dans l'angoisse et la peur. Et dans ce chapitre, donc, il est invité par un garde à assister à un spectacle. Celui donc du ferrage. Des forçats. Qu'on prépare à partir. Au bagne. Le bagne, la prison tout simplement, de Toulon.
Toulon, cette ville qui se trouve tout à fait au sud de la France. Et donc, ces forçats vont faire un voyage, un long voyage, un voyage qui va durer 25 jours, pour aller donc dans de très mauvaises conditions de Bicêtre, de Paris à Toulon. Voilà donc, nous avons situé le passage. Nous allons donc maintenant pouvoir analyser notre premier axe. Et donc notre premier axe sera le fait que nous allons dégager une véritable mise en scène. Et vous allez donc constater que le narrateur nous a mis en présence d'un espace qui ressemble à une salle de théâtre. Donc nous avons effectivement une véritable mise en scène. Donc on peut le découvrir donc à partir de cet espace. Un espace donc excusez-moi, similaire à une salle de théâtre. Comment est-ce qu'on peut le découvrir qu'il s'agit d'un espace similaire à une salle de théâtre? Alors, vous allez remarquer qu'il y a des mots qui reprennent donc l'espace du théâtre. Par exemple, le narrateur nous a dit, c'était en effet pour un reclus solitaire, regardez cette page 32, une bonne fortune qu'un spectacle. Autrement dit, il nous dit déjà qu'il va assister à un spectacle. Si odieux qu'il fût, j'acceptais l'amusement. Alors, le guichetier prit des précautions d'usage pour s'assurer de moi, puis me conduisit vers une petite cellule pour dire que, bon, il est quand même dans cette prison, et qui avait une fenêtre grillée, mais une véritable fenêtre à hauteur d'appui, et à travers laquelle on apercevait réellement le ciel. Alors, tenez, me dit-il, d'ici vous verrez et vous entendrez, vous serez dans votre loge comme le roi. Voilà un mot qui appartient au théâtre. Où est-ce qu'on a une loge? Eh bien, dans une salle de théâtre, à l'étage, eh bien, il y a des loges qui sont réservées aux familles qui désirent assister à un spectacle ou assister à une pièce de théâtre seul, en privé. Et le roi aussi, on le met dans une loge, bien sûr, quand il va assister à une pièce de théâtre. Donc déjà, vous avez le mot loge. Une loge. Oui, mais ce n'est pas tout. La fenêtre donnait sur une cour carrée assez vaste et autour de laquelle s'élevait des quatre côtés, comme une muraille, un grand bâtiment de pierre de taille à 6 étages. Et c'est une quadruple façade, j'ai souligné, regardez bien, cette quadruple façade percée d'une multitude de fenêtres grillées auxquelles se tenaient collés du bas en haut une foule de visages maigres et blêmes, pressés les uns au-dessus des autres comme les pierres d'un mur. Donc, vous remarquez que ça ressemble donc à une salle de théâtre avec donc cette montée de fauteuils et donc cette impression donc avec des spectateurs assis dessus. Et donc, c'est un espace qui ressemble à une salle de théâtre. Donc, je vais mettre donc tout ce qui nous rappelle une salle de théâtre. Il a parlé d'une cour carrée. Une cour carrée entourée de bâtiments. Une quadruple façade. Percée d'une multitude, de
fenêtre grillée. Et là, bien sûr, qui donne sur la cour de fenêtre, donc, pardon, qui donne sur la cour. La cour qui est donc la Seine, parce que c'est là où les forçats vont être ferrés. Donc je l'ajoute ici, la cour. La Seine, car c'est là où les forçats seront ferrés. C'est là donc où va se dérouler le spectacle. Voilà donc un espace similaire à une salle de théâtre. Oui, d'accord, mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que nous allons avoir aussi des éléments propres au théâtre. Donc, on a des éléments propres au théâtre. Et comme élément propre au théâtre, eh bien, il nous a parlé d'acteurs et de spectateurs. Acteurs et spectateurs. Alors, qui sont les acteurs? Si vous regardez votre texte, il a cité les acteurs. On a les acteurs. Acteurs et spectateurs. Alors donc, toujours la page, pour moi c'est la page 33, mais vous n'avez pas tous la même pagination, c'est pour ça que je vous montre les pages. Tous regardaient en silence la cour vide, ils attendaient, et parmi ces figures étincelantes, ça et là brillaient quelques yeux perçants et vifs, comme des points de feu. Alors, donc il y avait des spectateurs donc aux fenêtres. Le carré de prison qui enveloppe la cour, etc. Bien. Alors, on a aussi dans la page 35, ou plutôt 34, au même instant, comme si ce bruit réveillait tout le bruit de la prison, les spectateurs des fenêtres, jusqu'alors silencieux, éclatèrent en cris de joie, en chansons, en menaces, etc. Donc, ce qui veut dire que il y a donc des spectateurs donc, qui vont assister donc à ce spectacle. Alors donc, on a les acteurs comme élément propre au théâtre, on a les acteurs, on a les spectateurs. Déjà ça, avant de passer à autre chose. Alors les acteurs, qui sont les acteurs? Les acteurs, on a donc les forçats bien sûr, on a les gardes et on a les médecins. Puisque les forçats vont passer par une visite médicale. Bien, on a les spectateurs. Qui sont les spectateurs? Alors, vous avez lu l'extrait, vous avez pu remarquer donc que les spectateurs, eh bien, on a d'abord lui, bien sûr, lui, le narrateur. Lui, c'est le narrateur, je veux dire. Mais on a aussi les autres prisonniers, les autres détenus, qui sont aux fenêtres. Oui, mais c'est pas tout. Il y a les autres détenus aux fenêtres, mais il y a aussi la foule. Parce que la foule de Paris s'est déplacée pour venir assister à cette scène douloureuse du ferrage des forçats. Donc, il y a aussi la foule. Bien. Autre espace, autre élément propre au théâtre. Alors, vous allez voir que, je vais à la page, voilà, donc le narrateur nous a dit « Midi sonna ».
Midi sonna, une grande porte cochère cachée sous un enfoncement s'ouvrit brusquement. Et voilà une charrette escortée d'espèces de soldats sales et honteux, en uniforme bleu à épaulettes rouges et à bandoulière jaune, entra lourdement dans la cour avec un bruit de ferraille. Alors, midi sonna, cela nous rappelle quoi? Cela nous rappelle les 3 coups qui précèdent le début de la pièce. Avant de commencer, vous êtes spectateur, avant de voir le début de la pièce, eh bien, on entend 3 coups qui rappellent les spectateurs à l'ordre, de manière à ce qu'il y ait silence dans la salle. D'accord? On a 3 coups. Ici, on a midi qui sonne, donc ça rappelle les 3 coups. Et tout de suite après, on a l'entrée des acteurs sur scène. On voit d'abord le lever du rideau ou l'ouverture du rideau. Une grande porte cochère s'ouvrit brusquement, comme le rideau qui s'ouvre. Et on a la charrette. Voilà l'entrée sur scène donc des acteurs. La charrette qui pénètre dans la cour, et donc la cour qui est finalement la scène. Vous voyez donc des éléments qui sont propres au théâtre. Donc, un autre élément propre au théâtre, on a midi sonna. Qui rappelle donc les 3 coups. Qui précèdent, en général, dans une salle de théâtre, le lever du rideau, ou je dirais plutôt l'ouverture du rideau. Il vaut mieux parce qu'on a dit le rideau s'ouvre. L'ouverture du rideau. Bien. Ensuite, on a une porte cochère qui s'ouvre. Et ça rappelle donc le rideau. Ensuite, on a l'entrée en scène des acteurs. Donc, l'entrée sur scène des acteurs. Dans le texte, on a dit une charrette escortée etc. Et bien sûr, ce sont jusqu'à et les chaînes. C'était la Sturm et les chaînes. Ce sont donc les acteurs. Et la cour, ils entrent dans la cour, c'est la scène, où va se passer donc le ferrage. Voilà, donc des éléments qui sont propres au théâtre. Voilà donc, vous remarquez donc que nous avons vraiment une véritable mise en scène. Nous allons passer à des éléments propres au théâtre, c'est pas fini. Après ceci, eh bien, nous avons la réaction des spectateurs. Et on a donc les applaudissements et les cris à l'entrée des acteurs. Alors, regardez bien, au même instant, je l'ai lu tout à l'heure, au même instant, les spectateurs des fenêtres, jusqu'alors silencieux, éclatèrent en bruit, en cris de joie, en chansons, en menaces, en imprécations, mêlés d'éclats de rire poignants à entendre, on eut cri des démons, etc. Donc, vous avez une réaction des spectateurs qui ressemble, une réaction des forçats qui ressemble à la réaction des spectateurs. Voilà un autre point que nous pouvons mettre, donc, la réaction des forçats. Avec cris, acclamations, applaudissements, exactement comme les spectateurs dans une salle de théâtre. Donc vous remarquez la véritable mise en scène qui a été donc adoptée par le narrateur. Je passe à notre deuxième axe.
donc c'était l'axe A, maintenant donc l'axe B. Et notre deuxième axe, donc ça va être le passage de la comédie à la tragédie. Et effectivement, au fur et à mesure qu'il raconte et décrit, le narrateur nous a fait passer de la comédie à la tragédie. Comment cela? Alors, vous allez remarquer que qu'à leur entrée dans la cour, les forçats ont été accueillis par des exclamations, des cris de la part des spectateurs. Donc, ils ont été accueillis par une manifestation générale de la joie. Si vous regardez, pour moi, c'est la page 36, si vous avez la même édition que moi. Manifestation générale de la joie. Regardez cette page. Quelques-uns d'entre eux, les grands nombres du ban, furent salués d'acclamations et d'applaudissements qu'ils recevaient avec une sorte de modestie fière. La plupart avaient des espèces de chapeaux tressés de leurs propres mains avec la paille du cachot. Donc, vous remarquez que là, on a aussi les acteurs. Et toujours d'une forme étrange, afin que dans les villes où l'on passerait, le chapeau fit remarquer la tête. Cela était plus applaudi encore, ce qui avait donc ce détail. Un surtout excita des transports d'enthousiasme. C'est un jeune homme de 17 ans qui avait un visage de jeune fille. Il sortait du cachot où il était en secret depuis 8 jours, et de sa botte de paille, il s'était fait un vêtement qui l'enveloppait de la tête aux pieds, et il entra dans la cour en faisant la roue sur lui-même avec l'agilité d'un serpent. C'était un baladin condamné pour vol, et il y eut une rage de battements de mains et de cris de joie à sa vue. Les galériens y répondaient, et c'était une chose effrayante que cet échange de gaieté entre les forçats en titre et les forçats aspirants. Forçats en titre, c'est-à-dire ceux qui vont être ferrés tout de suite pour partir, et les forçats aspirants, c'est-à-dire ceux qui attendent leur tour pour être ferrés. Voilà, donc remarquez, la société avait beau être là, représentée par les geôliers et les curieux épouvantés, le crime la narguait en face, et de ce châtiment horrible faisait une fête de famille, exactement comme si c'était une fête. Et vous remarquez donc que là, on a l'impression, parce que là il y a les rires, il y a les applaudissements, c'est la joie, et on rit beaucoup, il y a le spectacle de ces galériens qui entrent de cette façon avec des chapeaux sur la tête, le jeune homme qui s'est fait un habit avec la paille de sa cellule, qui s'était enveloppé donc de la tête aux pieds, tout ça c'était comme une comédie burlesque. Et donc voilà comment c'était une comédie. Mais cela va passer progressivement pas à une tragédie. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un événement qui est venu mettre fin à cette gaieté, et cet événement c'est quoi? C'est la pluie. Regardez la page 38 pour moi, parce que bon, à vous deux, donc la page 38, en un clin d'œil, le préau se vida de tout ce qui n'était pas argousin. Pourquoi? Parce que la pluie s'était mise à tomber. Cependant, la pluie tombait à flot, on ne voyait plus dans la cour que les forçats nus et ruisselants sur le pavé, donc on passe de la gaieté à la souffrance. Un silence morne avait succédé à leur bruyante bravade, ils grelottaient, leurs dents claquaient, leurs jambes maigries, leurs genoux noueux s'entrechoquaient, et c'était pitié de les voir appliquer sur leurs membres bleus ces chemises trempées, ces vestes, ces pantalons dégoûtants de pluie. La nudité eût été meilleure. Vous voyez donc comment, à cause de la pluie, on est passé de la comédie à la tragédie, de la gaieté à la souffrance et au grand malheur. Un vieux, avait conservé cette gaieté. Il s'écria, en s'essuyant avec sa chemise mouillée, que cela n'était pas dans le programme, puis se prit à rire en montrant le poing au ciel. Vous voyez, donc, ce vieux qui a réagi de cette façon, et pour dire que finalement, même Dieu s'acharnait contre eux. Vous voyez donc la tragédie, elle est là. Même Dieu s'acharne contre eux. Vous voyez tous les éléments donc de la tragédie. Et voyez donc comment on est passé de la comédie à la tragédie. Alors, on va prendre ceci. On est passé donc de la comédie à la tragédie. Alors, tout a commencé dans l'allégresse, la joie, le rire, les applaudissements.
comme dans une comédie. Des spectateurs se sont manifestés par le bruit, applaudissements, éclats de rire. Et les éclats de rire, vous voyez donc la comédie. Puis, un élément est venu mettre fin à cette comédie burlesque. Cet élément, c'est quoi? C'est la pluie. Qui a tout transformé en une tragédie. Donc, il est venu mettre fin à cette comédie burlesque et l'a transformée en une tragédie. La pluie, donc c'est la pluie. Qui s'abat donc sur les pauvres forçats. Qui étaient déjà déshabillés, qui étaient déjà nus, et ils ont dû mettre des vêtements trompés. Et voilà donc, la situation devient plus tragique par la suite, puisque après, nous avons le ferrage douloureux. Plus tragique encore. Plus tragique encore donc par la suite, au moment où commence le ferment. Parce que ce ferment est douloureux. Voilà donc notre deuxième axe. Alors très rapidement, donc, nous allons passer à notre troisième axe, c'est le déroulement du spectacle. Voilà notre troisième axe de lecture. Et vous allez remarquer que eh bien, ça s'est passé exactement comme dans une pièce de théâtre. Parce que c'est un spectacle en 3 actes. C'est comme cela qui nous a été raconté. Nous avons suivi un acte, le premier acte, le deuxième acte et le troisième acte. Vraiment, ça s'est passé en ce sens, puisque au premier acte, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, vous avez pu remarquer à la lecture de l'extrait que le narrateur a divisé donc le spectacle en 3 actes. Premier acte, une grande porte cochère, c'est comme ça que le rideau s'est levé lorsque midi a sonné. Voilà l'ouverture du rideau. Et là, le premier acte, qu'est-ce qu'il comporte? Eh bien, il comporte la visite des médecins. Vous avez une grande porte cochère qui s'ouvre. Pour moi, c'est la page 34, et ça va jusqu'à la page 37 pour moi. Page 37. À la fin
ou plutôt à la fin du premier paragraphe de cette page, vous avez, oubliant en peu de minutes sa prétendue infirmité de toute la vie. Voilà où s'arrête le premier acte, acte 1. Ensuite, on est passé à l'acte 2. La grille de la petite cour se rouvrit et un gardien fit l'appel par ordre alphabétique. Donc, on commence à mettre ensemble les forçats qu'on va mettre dans le même, qu'on va ferrer et qu'on va mettre dans le même cordon, liés les uns aux autres, un pied de l'un au pied de l'autre. Et là commence la description de la scène du ferrage. Et là, on peut dire que, eh bien, on est passé au deuxième acte. Et après donc la visite des médecins, on a ici la visite des geôliers. Cette visite des geôliers qui va jusqu'à la page 38. La page 38, et elle s'arrête donc à la fin de la page 38, voilà, au moment où le vieux a montré le poing au ciel. C'est la scène du ferrage. Ensuite, la suite, quand ils eurent revêti les habits de route, commence donc l'acte 3. L'acte 3 où nous avons tout simplement le ferrage. Et quand ils eurent revêtu, ça va jusqu'à la page 40, juste avant le paragraphe qui termine notre analyse. Nous avons leur cadre de fer, ces profils sinistres dans leur cadre de fer. Et après, on a ainsi, après la visite, voilà, ça résume tout, après la visite des médecins, la visite des geôliers, après la visite des geôliers, le ferrage, 3 actes à ce spectacle. Vous voyez comment il nous a raconté donc cette scène du ferment des forçats. Donc vous voyez le déroulement donc, de cette scène. Donc alors, on peut le prendre, on va prendre ceci, on peut dire donc que le spectacle se déroule en 3 actes. 3 actes. Alors, acte 1. Vous avez vu où ça a commencé. Vous avez une grande porte cochère. Et ça va jusqu'à la vie. Et c'est la visite des médecins. L'acte 2. Ça commence par la grille se rouvrit. Et ça va jusqu'à le vieux qui a montré le poing au ciel. Et c'est donc la visite des geôliers. Et enfin, l'acte 3, la suite, donc, ça commence à quand ils eurent revêtu. Et ça va jusqu'à, voilà, vers le paragraphe qui précède la fin de notre extrait. Et il s'agit donc là du ferrage. Le ferrage et la description donc du ferrage. Et voilà, donc nous avons analysé nos 3 actes et donc on peut passer maintenant à la synthèse. Et donc, en guise de synthèse, eh bien, nous avons pu remarquer dans cet extrait
que le narrateur nous a raconté et décrit donc cette scène du ferrage des forçats. Il y a une visée argumentative derrière ceci, parce que le fait d'avoir fait le témoignage du ferrage des forçats avec cette forme théâtrale, ça permet de mettre en évidence un argument supplémentaire contre la peine de mort. D'accord? Donc on va le prendre. C'est un témoignage, puisque Victor Hugo nous a mis devant les yeux le narrateur qui assiste, le condamné, qui assiste à cette scène du ferrage. Nous avons le témoignage donc du condamné. Donc, ça a été fait sous une forme théâtrale. Ça permet donc de mettre en évidence un argument. Supplémentaire contre la peine de mort. Pourquoi? Parce que le narrateur, en tant que spectateur, il a assisté à ce spectacle, il a trouvé douloureux et il a ressenti beaucoup de pitié pour ces forçats qui souffrent et qui vont souffrir encore. Et voilà que à la fin du chapitre, eh bien, ils se sont aperçus de sa présence et ils se sont moqués de lui et il a réalisé, il y a eu cet effet de miroir qui lui a fait réaliser que eh bien, sa situation est pire que la leur et que leur souffrance, eh bien, la sienne, eh bien, les autres la voient pire que la leur. Voilà donc ce qui veut dire que la peine de mort est une grande souffrance. Alors, en effet, on peut dire que la représentation de la joie de la foule pour un événement aussi tragique et douloureux, ça préfigure celui de la décapitation, puisque là aussi, il y a une foule qui vient assister au spectacle, comme on va assister à sa décapitation. Donc, celui de la décapitation publique. Et voilà donc, le condamné a été spectateur de cette scène et ça suggère donc l'atrocité de la douleur qu'il peut éprouver devant un tel spectacle. Voilà. Donc, on peut l'ajouter en outre. Le fait que le condamné était spectateur de cette scène suggère l'atrocité. C'est atroce. C'est insupportable, donc l'atrocité de la douleur. Qu'il a éprouvé. Il a éprouvé la douleur.
devant un tel spectacle. Et voilà, donc je peux vous dire merci pour votre attention. Vous allez prendre tout ceci sur votre cahier et j'espère que vous avez bien compris. Toujours est-il que j'attends vos questions. Hein. S'il y a quelque chose qui n'est pas compris, eh bien vous pourrez m'interroger, j'éclaircirai les choses. Merci.